Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement le Raspberry Pi 5 et donc son OS officiel qui est Raspberry Pi OS et qui est donc désormais basé sur Debian 13 depuis le 1er octobre 2025. Nous allons nous rendre sur son site officiel, donc qui est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un site où il y a pas mal de sections. Dans un premier temps, nous allons voir déjà le matériel, donc hardware du Raspberry Pi 5. Donc, comme vous pouvez le voir, il est ici. Je vais vous expliquer de quoi il se compose. D'ailleurs, c'est noté normalement dans les spécifications. Alors, voilà, en gros, il a une puce Broadcom BCM 2712 à 2,4 GHz et cette puce est en fait composée de 4 ARM Cortex A76. Donc c'est quand même relativement puissant. Et au niveau du GPU, en fait, c'est un Video Core 7 et en fait, il a une double sortie en fait vidéo qui est en micro HDMI, donc en 1080p, enfin même en plus qu'en 1080p en Full HD, et il est proposé en version de 2, 4, 8 ou 16 Go de RAM. Donc bien évidemment, le Wi-Fi y est intégré. Vous avez donc le Bluetooth en version 5. En tant que média de stockage, pour installer le système d'exploitation, vous avez donc la micro SD, comme sur tous les modèles de Raspberry Pi, à part la première version qui était une carte SD. Mais vous avez également la possibilité, en fait, via un port, un port PCI Express, de mettre un SSD en fait au format NVMe. Sinon, vous avez 4 ports USB, donc 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0. Et vous avez également donc une sortie Ethernet en version gigabit. Au niveau du réseau, ça dépote. Et sinon, à part ça, l'avantage de... Ah oui, il y a un bouton également d'arrêt sur cette version du Raspberry Pi qui n'était pas présente sur le Raspberry Pi 4, par exemple. Et c'est plutôt pratique. Et donc, il est alimenté via USB-C, donc les chargeurs classiques que vous retrouvez sur vos smartphones. D'ailleurs, il est à noter que l'architecture de processeur ARM est également l'architecture de processeur qui équipe vos téléphones portables et également les Mac de nouvelle génération. Donc voilà pour la partie matérielle. Nous allons nous rendre au niveau de la partie software. Voilà. Donc en gros là on vous propose un programme en gros pour flasher Raspberry Pi Imager pour flasher en fait une image par exemple de Raspberry Pi OS ou d'un autre système sur le média de stockage que vous avez sélectionné, soit une carte SD, un SSD NVMe, ou vous pouvez également booter sur un média de stockage USB. Pour installer Raspberry Pi Imager sur votre ordinateur, il faut télécharger le paquet.
Donc soit l'installer via GDB ou directement via apt install RPI Imager. Enfin, voilà, après c'est relativement simple et je peux vous montrer le programme en lui-même, donc qui est celui-ci. Donc on vous demande, alors je vais brancher une carte SD. En fait, on vous demande donc de choisir le modèle donc de votre Raspberry Pi. Donc alors après, vous avez le Raspberry Pi 5, le 4, le 3, le 2, le 1, les modèles 0 qui peuvent être très pratiques, par exemple pour des mini serveurs web ou des petits NAS. Et donc nous sélectionnons Raspberry Pi 5. Après, vous avez le choix de choisir l'OS. Donc là, si vous sélectionnez Raspberry Pi OS 64 bits, en fait, ça télécharge Raspberry Pi OS en version 64 bits, donc ARM 64. Et ça l'installe en gros dans la foulée sur le média de stockage que vous aurez sélectionné. Et sinon, vous avez la possibilité, donc comme vous pouvez le voir, après il y a d'autres OS disponibles. Vous voyez, Ubuntu, Alpine Linux, BaseOS, ARM OS, mais bon, c'est loin d'être les OS qui sont présentés sur Raspberry Pi Imager sont loin d'être la totalité des OS compatibles avec le Raspberry Pi. Hein. Et là, donc, c'est des OS qui sont spécialisés donc dans les media centers, donc qui utilisent généralement le centre multimédia Kodi, qui est vraiment excellent en ce qui concerne le streaming vidéo, audio. Donc je vous conseille LibreElec, qui est une excellente distribution, où vous avez également OSMC, qui est basé sur Debian. Après, les autres distributions, je ne les connais pas personnellement. Et vous avez également, sinon, des distributions spécialisées dans le gaming, dans le rétro gaming. Donc vous avez Recalbox de proposer, mais vous avez également Retropie. Et en fait, ça vous permet de revenir en enfance et de jouer à énormément de jeux. Il y a énormément de consoles de prise en charge. Et vu que le Raspberry Pi 5 est relativement puissant, vous pouvez émuler énormément de consoles différentes. Mais vraiment beaucoup de consoles. Donc après il y a d'autres OS. Vous voyez, Kali Linux, donc pour le hacking éthique. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Premium, donc ça je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais vous avez également la possibilité en fait d'utiliser une image personnalisée, donc c'est-à-dire une image que vous aurez téléchargée précédemment. Donc pour ma part, je vais dans Beastie, image, ISO, hop, et je sélectionne celle-ci. Et là, après, on vous demande donc le média de stockage. Donc, en l'occurrence, moi, c'est celui-ci. Alors, c'est juste pour vous faire une démonstration. Hein. Et ensuite, en fait, vous avez la possibilité de donner un nom d'autre à votre Raspberry Pi. Donc, et le nom d'utilisateur suivi du mot de passe. Et ensuite, vous pouvez configurer directement votre Wi-Fi et le fuseau horaire. Et en plus de ça, vous pouvez activer des services tels que SSH et vous avez encore des options supplémentaires. Donc c'est quand même un programme que je vous conseille d'utiliser plutôt que la commande DD
qui est une excellente commande, hein, soit dit en passant, mais qui ne permet pas la personnalisation de l'OS avant de le flasher sur votre média de stockage. Donc, pour notre part, on annule. C'était juste pour vous faire une petite démonstration. Et donc après, vous avez une technologie qui s'appelle Raspberry Pi Connect. En fait, ça vous permet, à partir de n'importe quel navigateur, donc c'est-à-dire que ce soit un navigateur sous Windows ou sous FreeBSD, de vous connecter en fait à un appareil Raspberry Pi. Et ensuite, on vous présente l'OS en lui-même, et c'est là où vous pourrez télécharger en fait les différentes versions de Raspberry Pi OS. Donc la version conseillée, c'est la première, donc qui est basée sur Debian 13, donc la toute dernière, comme je vous l'avais dit, qui est sortie le 1er octobre 2025. Donc Raspberry Pi OS, là c'est avec un environnement de bureau, l'environnement de bureau Pixel, qui est un environnement de bureau basé sur LXDE, donc qui a été personnalisé par l'équipe de Raspberry Pi OS, donc de Raspberry Pi, parce que c'est devenu vraiment l'OS officiel, qui se nommait d'ailleurs à l'époque Raspbian. Et sinon, vous avez donc l'image full qui intègre également l'environnement de bureau, mais avec en plus un lot de logiciels. Et sinon, vous avez l'image light, donc qui permet en gros d'installer une Debian minimale. Parce qu'en fait, Raspberry Pi OS, en gros, c'est un système Debian qui est spécialisé pour le Raspberry Pi. Mais vous avez d'ailleurs des dépôts en fait Debian pour installer la plupart des applications, ainsi qu'un dépôt de la fondation Raspberry Pi, mais ça on verra ça un peu plus tard. Donc du coup, je vais vous montrer dans un premier temps comment vous connecter donc au Raspberry Pi, donc via Raspberry Pi Connect. Donc vous avez au choix donc Remote Shell ou Screen Sharing. Donc Remote Shell, en fait, ça vous ouvre un shell, voilà, qui permet donc d'avoir accès à votre Raspberry Pi à distance. Et étant donné que c'est une technologie de type similaire à TeamViewer ou Rust Desk, donc qui passe par Internet, vous n'avez aucun besoin d'ouvrir un port sur une Livebox distante. En gros, ça veut dire que vous pouvez administrer des clients à distance qui disposent de Raspberry Pi. Donc c'est vraiment très pratique. Et là, comme vous pouvez le voir, on est bien donc sur Debian 13, Trixie, RPiOS 13, donc c'est le nom d'host, le modèle du Raspberry Pi, donc qui est le modèle 5. Donc 4 cœurs, 4 cœurs Cortex A76, et après voilà tout le reste dont on verra peut-être plus en détail, mais voilà, c'était pour vous montrer en gros que vous pouvez administrer par exemple directement un serveur sur un serveur Raspberry Pi par exemple, parce que le Raspberry Pi peut être un très bon nano-ordinateur pour se faire un petit serveur web. Bon, après, bien évidemment, il ne faut pas que ça soit un serveur web qui soit consulté par 2000 personnes en même temps. Ça poserait vite problème.
Mais pour un petit serveur personnel, en fait, ça peut être largement suffisant et ça vous permet de créer un site via WordPress, un site de wiki. Enfin, vous avez d'énormes possibilités. Et sachez également que la plupart des distributions BSD sont compatibles avec le Raspberry Pi 5, y compris OpenBSD qui n'était pas jusqu'à présent. Donc FreeBSD est compatible avec le Raspberry Pi depuis déjà un certain temps. Et je dirais que le plus compatible est NetBSD, qui a d'ailleurs une compatibilité même au niveau des pilotes Wi-Fi du Raspberry Pi. En tout cas, c'était le cas pour le Raspberry Pi 4. Après, je n'ai pas testé pour le Raspberry Pi 5. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble donc l'environnement de bureau Pixel, donc l'OS Raspberry Pi dans sa totalité. Voilà, et on va donc se mettre en plein écran. Et donc là, je vais vous présenter donc un petit peu. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez la framboise, donc qui est l'équivalent du menu démarrer. Là, c'est pour lancer donc le navigateur par défaut. Alors donc sur Raspberry Pi OS, c'est le navigateur Chromium, mais vous avez également Firefox d'installer. Vous avez là votre gestionnaire de fichiers donc qui est PC Man FM et le terminal qui est LX Terminal. Et là, c'est donc la zone de notification, donc où vous avez l'heure, hein, et vous pouvez régler le son, brancher par exemple une enceinte Bluetooth. Là, c'est le logo du Bluetooth. Là, c'est pour régler le réseau, comme vous pouvez le voir. Après, vous pouvez également faire un clic droit et avoir davantage de configuration. Et là, en fait, la petite là on voit que ça tourne, en fait c'est la connexion via Raspberry Pi Connect, et là en fait ça vous indique qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Alors on peut regarder les mises à jour de disponibles et comme vous pouvez le voir, elles s'affichent ici, et après si vous souhaitez les installer, il vous suffit de cliquer sur Install. Donc voilà. Alors, donc on va lancer un terminal. Et en fait, comparé à un PC classique, bon déjà il faut savoir qu'un processeur de type architecture de type ARM consomme nettement moins qu'un processeur de type Intel ou AMD. Donc pour un petit serveur web par exemple qui tourne 24 heures sur 24, c'est l'idéal. Par contre, en fait, vous n'avez pas, au niveau du démarrage de l'OS, ça ne fonctionne pas de la même manière qu'un PC classique. En fait, vous avez une mémoire ROM qui s'appelle LIP-ROM, donc qui s'écrit EEPROM, donc qui est une mémoire morte en fait, donc qu'on appelle ROM sur les PC classiques, et qui permet en gros de stocker les bouts de code de démarrage, les microcodes de démarrage pour démarrer le système d'exploitation. Et en fait, au niveau du démarrage, en fait, tout se trouve dans le répertoire boot qui se trouve à la racine. Donc là, vous y trouvez le noyau Linux, donc le noyau Linux actuellement pris en charge.
Donc le système de fichiers initramp.fs, et ensuite vous avez la partie firmware, donc où là vous avez tout un tas de firmware qui sont, on va dire, indispensables pour le bon démarrage de votre Raspberry Pi. Et là, par exemple, vous avez un fichier de configuration en fait qui permet de configurer finement, très finement en fait, votre matériel. Mais si vous êtes débutant sur Raspberry Pi, je vous déconseille de toucher à ce fichier, mais je peux quand même vous montrer à quoi il ressemble. Euh, Et là, ça vous permet en gros de configurer certaines parties du matériel que vous ne pourriez pas configurer autrement. C'est très très précis, mais en même temps, si vous faites une mauvaise configuration, bah, ça peut tout bonnement planter votre nano ordinateur. Donc, c'est des modifications à faire avec prudence. Et bam, c'est pas ça que je voulais faire. Alors je retourne dans la partie. Voilà, donc. Ah là là. On va fermer ça et on va se reconnecter. Oui, en même temps, c'est pas très grave. Je peux fermer le terminal. J'aurais pas dû rentrer. Alors, Pekil VIM. Donc, pour le répertoire boot firmware, je n'en avais pas fini. Donc CMD Line, c'est pareil, ça permet une configuration en fait au niveau du démarrage du nano ordinateur. Et en fait, le boot code qui permet réellement de démarrer le Raspberry Pi est startcat.elf. Et donc en fait toute cette partie là de boot en fait vous pouvez en fait la mettre à jour avec la commande RPI update. Voilà, comme vous pouvez le voir, là on met à jour en gros bah, le noyau, le bootloader et tout un tas de choses. Donc on va pas le faire pour notre part. Et en fait, le bootloader ainsi que le noyau en fait est en principe mise à jour via le gestionnaire de paquets APT. Donc vous n'avez en principe pas à utiliser cette commande, mais de temps en temps, c'est pas mal de l'utiliser pour mettre à jour en fait le boot de votre Raspberry Pi. Et sinon, en fait, en ligne de commande, il y a un programme très important qui s'appelle Raspi config. Après, je vous montrerai l'équivalent en gros en mode graphique. Mais alors là, vous avez vraiment une configuration approfondie. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez entrer la phrase de passe de votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez modifier donc l'audio, changer de password au niveau de votre utilisateur, modifier
le nom donc de votre le nom que vous aurez choisi pour votre Raspberry Pi, pour votre système Raspberry Pi. Donc modifier donc le boot. Autologin, c'est pour se loguer automatiquement au démarrage de l'OS. Donc splash screen, voilà. Euh, et sinon, donc vous avez des options au niveau de l'affichage, donc screen blanking, composite, on-screen, keyboard output. Donc ça, vous n'en aurez pas forcément, vous n'aurez pas forcément le besoin de modifier ce genre d'options. Mais là, par contre, ça c'est très intéressant. Par exemple, c'est pour activer SSH, RPI Connect, donc qui est déjà activé, le serveur VNC, SPI, I2C, qui sont des ports en fait intégrés à votre carte Raspberry Pi, qui permettent entre autres de brancher des petites caméras, c'est en plus des ports GPIO qui vous permettent énormément de choses via le Raspberry Pi. Entre autres, les ports GPIO permettent de contrôler des microcontrôleurs qui eux-mêmes contrôlent des moteurs. Enfin, après, vous avez une possibilité immense avec ce petit ordinateur, comme de faire de la domotique, enfin tout un tas de choses. Franchement, c'est un, un outil informatique assez impressionnant. Donc sinon, nous étions alors dans l'interface, on a vu là vous pouvez ouais, enfin, je vois pas trop à quoi ça correspond, mais je vous montre tout quand même, hein. Donc localisation, bah, c'est tout ce qui concerne la localisation par rapport à votre pays. Donc les locales, si vous voulez mettre vos locales en français ou dans une autre langue, donc le time zone qui correspond au fuseau horaire, donc keyboard c'est pour régler la disposition du clavier, et là en gros country ou WLAN country c'est pour régler la région par rapport à votre Wi-Fi. Donc voilà. Et là, dans la partie Advanced Options, donc vous avez des choses assez intéressantes. Alors, Expand File System, c'est une fois que vous avez en fait installé, flashé votre système, il se peut qu'il n'y ait pas l'entièreté en fait de votre média de stockage qui soit prise en compte, et ça permet en fait d'étendre enfin de pouvoir utiliser la totalité du média de stockage que vous utilisiez, que ce soit une carte micro SD ou un SSD, enfin bon bref, peu importe. Et donc là, c'est pour configurer donc l'interface réseau. Donc là, pour configurer un proxy, donc boot order, donc c'est si vous souhaitez configurer donc l'ordre de sélection en fait des médias de stockage bootables. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez SD, NET, USB ou NVMe. Donc vous pouvez donc modifier l'ordre de démarrage de ces différents médias de stockage. Donc bootloader, c'est pour voir la version du bootloader. Alors bêta accès, c'est pour avoir des accès à des dépôts additionnels. Et oui, chose que je ne vous avais pas expliqué au départ, en fait, Pixel désormais fonctionne directement avec Wayland et non Xorg.
et avec, il fonctionnait avec Wavefire, mais il me semble avec le compositeur Wavefire, mais il me semble que le compositeur est changé et ça doit être Laub WC. Et donc vous avez alors la partie PCI, donc Speed, donc c'est pour accélérer, je pense, le bus PCI Express. Donc Network Install UI, c'est donc comme c'est pour affiner en fait le réglage de votre réseau. Et puis voilà, enfin, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, cette storage, voilà. Et ensuite, bah, vous pouvez donc mettre à jour l'outil Raspi Config. Et après, vous avez une section à propos, voilà, qui vous donne le numéro de version. Et voilà, donc on en a fini pour la partie configuration approfondie via le terminal. Donc désormais, je vais vous présenter un peu l'environnement de bureau. Alors donc, vous avez, comme vous pouvez le voir, tout est catégorisé. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir une application juste en cliquant sur le bouton Windows ou avec un autre logo, enfin le bouton super de votre clavier. Bah là, je ne peux pas le faire. Et en fait, ça permet de taper directement l'application en fait que vous voulez lancer. Euh, mais là, voilà, je peux pas le faire. En gros, si vous, une fois que vous avez lancé, je sais pas, ah si ça se lance, vous voyez, vous tapez directement le nom de l'application, Firefox, et là normalement Firefox devrait se lancer. Voilà, alors à noter que le système est comme neuf, hein, il vient d'être installé, donc c'était vraiment pour faire le tuto vidéo. Après, j'ai des systèmes qui sont vraiment configurés à ma manière, mais là, voilà, je voulais avoir un système vierge comme il est livré de base. Donc alors, dans la partie programmation, vous avez donc le programme donc Genie, donc qui est un IDE, en fait un éditeur pour les langages de programmation, donc qui prend en charge un grand nombre de langages de programmation, une cinquantaine il me semble. Donc je peux vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet. Après, vous avez Scratch en fait qui permet, c'est un logiciel en fait qui permet d'éduquer les jeunes à la programmation. Donc c'est vraiment un très bon projet. C'est vraiment super pour que les jeunes s'intéressent à la programmation, à la programmation informatique. Donc voilà. Et niveau programmation, donc vous avez SenseAt Emulator. Donc ça c'est un outil pour la carte SenseAt qui se connecte au port GPIO de votre Raspberry Pi. Et Tony en fait c'est un normalement c'est pour programmer en langage Python, il me semble. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a Python 3.13.5. Donc voilà, ça vous facilite un peu les choses au niveau de la programmation en Python. Donc voilà pour la partie programmation. Donc alors au niveau de la bureautique, vous avez la suite donc LibreOffice.
Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le traitement de texte, donc Math pour les mathématiques, Impress donc qui est l'équivalent de PowerPoint, Draw pour le dessin vectoriel, Calc qui est l'équivalent d'Excel et Base pour tout ce qui est base de données. Donc dans Internet, vous retrouvez Clowmail, donc qui est comment dire, qui est un programme de messagerie normale, donc comme Thunderbird ou Evolution, enfin ce genre de programme, ou Outlook sous Windows. Et après, vous avez en tant que navigateur au choix Firefox ou le navigateur Chromium, donc qui est quand même un peu plus léger que Firefox pour le Raspberry Pi. Donc dans son et vidéo, vous avez uniquement le lecteur VLC. Donc dans graphisme, vous avez la visionneuse d'images Eye of Mate, donc qui est l'équivalent de Eye of Gnome, donc qui vous permettra d'ouvrir les images via votre gestionnaire de fichiers PC Man FM. Et dans les jeux, vous avez tout un tas de jeux qui sont assez sympathiques. Et après, dans la catégorie autre, vous avez oui, le programme KiCad, qui est un programme de chaos. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, dans la partie accessoires, donc vous avez le programme pour la gestion des archives, donc de manière graphique, la calculatrice, donc le gestionnaire de fichiers PCman FM, donc qui est le gestionnaire de fichiers des environnements LXDE et LXQt, donc le gestionnaire des tâches, donc qui vous permet de voir la consommation de votre processeur, de votre mémoire vive, de votre GPU, ainsi que les processus qui tournent. Donc LX Terminal, c'est le terminal donc par défaut. Donc Main Menu Editor, c'est à la carte, il me semble. Donc c'est pour éditer votre menu manuellement. Le menu d'application. Mousepad, c'est un éditeur de texte euh, que l'on retrouve, il me semble, sous XFCE, mais après je n'en suis pas sûr. Et vous avez, donc ça c'est pour faire des diagnostics par rapport à votre Raspberry Pi. Et comme vous pouvez le voir, vous avez Raspberry Pi Imager, donc le programme que je vous ai déjà montré pour flasher un OS pour le Raspberry Pi. Et donc SD card copieur, c'est certainement pour copier en fait les données de sa carte SD sur un autre support de stockage. Donc VIM n'était pas installé par défaut, c'est moi qui l'ai installé. Et donc le visionneur de documents, donc je ne sais pas lequel c'est exactement, mais ça permet donc de visionner les PDF, fichiers PostScript. Donc on va quand même regarder. Moi, je pense que c'est une visionneur de documents personnels. Euh, ouais, là vous avez le guide officiel apparemment qui est en anglais. Enfin bref, voilà, ça vous permet de regarder les PDF. Donc après vous avez une section donc help, donc book. Ça c'est pour en fait télécharger des magazines en fait sur le Raspberry Pi, et après vous avez le guide de l'utilisateur. Bah, c'est le PDF que j'ai lancé à l'instant, donc qui est en anglais. Donc dans préférences, vous pouvez donc ajouter des applications donc de manière graphique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, on va ajouter un programme multimédia.
Donc après, c'est très rudimentaire, hein, comme vous pouvez le voir, hein, mais rien ne vous empêche d'installer une Logitech un peu plus avancée. D'ailleurs, vous pouvez taper le nom du programme que vous souhaitez installer. Euh, Par exemple, dans les applications multimédia, on pourrait installer Brasero. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il est ici. Donc vous cliquez sur Appli. Donc là, on vous demande votre mot de passe. Et normalement, le programme, Brasero, devrait être installé dans son et vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il est bien installé. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, forcément, vous pouvez utiliser les traditionnelles commandes apt, apt-get, étant donné que c'est un système Debian. Et vous avez également la possibilité d'utiliser les Flatpak. Et étant donné qu'on est en 64 bits en fait, et que l'architecture de processeur ARM est l'architecture la plus utilisée, enfin déjà en tout cas sur appareil mobile, et est de plus en plus utilisé également sur ordinateur, bah, du coup vous avez un nombre assez conséquent de Flatpak. Donc par contre il faut installer Flatpak manuellement. Mais bon, c'est pas très compliqué, hein, enfin voilà. Donc, je ne vais pas le faire pour le moment. Alors, par contre, je tenais à vous montrer quand même comment sont organisés. Alors, comment sont organisés en fait les dépôts, parce qu'en fait, il y a deux dépôts différents de logiciels sous cette dernière mouture de Raspberry Pi OS. Enfin, d'ailleurs, comme l'ancienne mouture. Euh, Hop. Normalement, ça doit être dans sourcelist.d. Et là, vous avez donc les sources donc, qui sont spécifiques à Raspberry Pi OS. Donc qui sont ici, mais qui regroupent très peu de logiciels. La plupart des logiciels, en fait, se retrouvent dans les dépôts Debian. Comme vous pouvez le voir, c'est donc l'adresse des dépôts Debian habituels. Et là, vous avez une quantité astronomique de logiciels. Et d'ailleurs, en fait, si cet environnement de bureau ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait partir d'une Raspberry Pi OS Lite et installer votre propre environnement de bureau tel que Mate, même Gnome si vous le voulez, mais bon, autant installer un environnement de bureau quand même plutôt léger, de type FCE, comme je vous ai dit, Mate, ou encore LXQt ou ce genre d'environnement de bureau. Enfin voilà, donc voilà pour les dépôts logiciels. Et donc on en était toujours à la partie donc préférence. Et donc là dans contrôle centre, vous pouvez faire quelques petites configurations. Donc
défaut, donc c'est pour configurer l'écran visiblement. Donc desktop, c'est pour l'image d'arrière-plan. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de choses. Display, donc screen blanking, c'est si vous avez des bords. Donc là, nous, ça nous concerne pas. Interface, donc là, vous pouvez activer par exemple le serveur VNC, SPI I2C, le port série, un wire. Donc là, c'est pour régler entre autres la disposition du clavier et la rapidité de celui-ci. Vous pouvez paramétrer la localisation, donc le fuseau horaire, le clavier, la région Wi-Fi et localisation, donc c'est les locales. Donc pour votre souris, c'est pareil. Donc vous pouvez régler sa vitesse, donc la vitesse du pointeur. Donc après, Overlay File System, je vous déconseille de configurer ça. Et là, ça vous permet donc d'ajouter votre imprimante, soit par Wi-Fi ou directement câblé. Donc si vous avez une imprimante HP, il vous faudra installer les drivers HPLIP s'ils ne sont pas installés par défaut. Donc là, ça vous permet de configurer entre autres la résolution. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer de mot de passe, le nom de votre système. Et là, c'est si vous voulez vous loguer automatiquement ou rentrer votre mot de passe au démarrage. Voyez, desktop autologin, donc splash screen. Et là, vous pouvez sélectionner votre navigateur internet par défaut, mais par défaut, c'est Chromium, il me semble. On va cliquer sur la. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est Chromium. Voilà. Donc après, hein, vous pouvez installer le moteur de recherche Google, mais DuckDuckGo, qui est installé par défaut, est excellent. Donc, et je dirais même qu'il est meilleur au niveau de l'indexation dans pas mal de domaines que le moteur de recherche Google. Donc là, c'est pour modifier les couleurs. Donc le font, ça c'est pour la police. Là, c'est pour modifier certaines couleurs. Donc mouse cursor, small, petit. Donc là, c'est pour la taille du curseur. Le thème, donc light ou dark. Donc si on clique sur Dark, comme vous pouvez le voir, ça change de couleur. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour du centre de contrôle. Et donc, dans la partie préférence, il y a donc également Recommended Software. Donc c'est les logiciels qui sont recommandés par la fondation Raspberry Pi. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a déjà pas mal d'installés. Toutes celles qui sont cochées sont des installations installées. Donc voilà. Et après, elles sont toutes classées. Donc là, vous avez tous les programmes. Et sinon, elles sont classées par catégorie. Donc voilà. Donc l'équivalent en gros du programme Raspi config en ligne de commande est donc le centre de contrôle, mais qui est quand même moins poussé que la commande Raspi config. Voilà. Et donc, si vous souhaitez mettre à jour
Votre système, en fait, vous pouvez le mettre à jour directement en passant par la zone de notification ici. Et sinon, après, vous avez la manière traditionnelle via la ligne de commande, par exemple, pour installer un logiciel. Alors déjà, pour mettre à jour la base de données logicielle, sudo apt-get update. Après, j'aurais pu mettre apt, hein, mais sudo apt upgrade. Vous voyez, pour mettre à jour donc le système. Et si vous voulez mettre le système à jour entièrement avec le noyau y compris, c'est full upgrade. Voilà. Et sinon, au niveau... qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer? Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis connecté à la fois en Wi-Fi et en Ethernet. Donc j'ai deux adresses IP, une qui finit par 130 et l'autre par 198. Donc en général, c'est l'adresse IP filaire qui prend le dessus sur l'interface réseau Wi-Fi. Donc je regarde si je n'ai rien. Donc je vais vous montrer comment installer donc un logiciel si vous êtes débutant. Je ne sais pas si j'ai tapé. Ouais, je vois pas. J'ai un champ de vision un peu limité. Alors ça, c'est un lecteur audio. Donc alors Audacious. Et là, normalement, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, donc dans son et vidéo, vous avez le lecteur Audacious d'installer, qui est un excellent lecteur, soit dit en passant. Donc ce n'est pas le meilleur lecteur pour organiser sa musique. Il y a des lecteurs comme Clémentine, Strawberry, qui est son fork, qui sont bien meilleurs, ou Rhythmbox, mais sinon c'est un très bon lecteur qui est simple et qui dispose d'énormément d'extensions. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment mettre voilà, mettre à jour le cache de paquets et mettre à jour les paquets en eux-mêmes. Donc voilà, il me semble avoir fait le tour du système. Donc je vais tout simplement appuyer sur échappe, fermer ce programme. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt. Au revoir.